Je suis heureux d'être parmi vous et que vous m'accueilliez dans cette conférence, dans cette série de conférences. Donc, ce qu'on va évoquer aujourd'hui, là, vous avez une photo où vous voyez sur une pierre gravée des croix cantonnées. Donc, j'étudie différents types de croix qui ont existé à la préhistoire, à la protohistoire. Alors la protohistoire va plus loin que ce que vous avez dit, Claude. En fait, la protohistoire, maintenant, on la commence un peu à la fin du néolithique, une partie du néolithique, jusqu'à l'âge du fer. Donc là, on va voir ces croix cantonnées donc on va voir différents symboles cruciformes qui sont apparus dès le néolithique sur notre continent européen. Il y a de multiples formes, souvent apparentées aux croix. Donc, il y a des cruciformes, des croix solaires, des svaticas. Donc, la plus connue, c'est la svatica, qui a donné beaucoup de problèmes au moment de la guerre. Euh, Nous proposons dans cette présentation de faire le point sur un type de croix particulier qui sont les croix cantonnées. En nous appuyant sur des supports datables, et aussi sur des ornements, des poteries, des stèles, des objets en métal ou des formes rupestres comme celles qu'on a à l'écran, qui sont plus difficilement datables. Nous préciserons les connaissances actuelles sur ces sujets et formulerons de nouvelles hypothèses sur les évolutions et significations de ces symboles au vu des éléments les plus récents. Alors, c'est quoi une croix cantonnée? Donc là, je vous présente différents modèles de croix cantonnées qui existent à la protohistoire sur le continent européen et au Moyen-Orient. Donc, ce sont des croix solaires. Souvent, on dit croix solaires, c'est des croix qui ont des branches égales. Donc, celles qui sont connues, c'est la Svatica, comme vous avez la troisième, là, qui est une Svatica, une croix gammée. Et vous avez aussi les croix nordiques qui sont un cercle avec une croix au centre, qui sont assez connues. Par contre, les autres croix, la plupart du temps, on les qualifie de chrétiennes parce qu'on pense qu'elles n'ont existé qu'à partir de l'époque chrétienne. Et en fait, mes recherches montrent que ce type de symbole existait bien avant et on va en voir un peu l'historique, les plus anciennes de ces croix. Et alors, la particularité de la croix cantonnée, c'est qu'elle comporte quatre points ou quatre cantons, donc entre les branches des croix, sauf une qui est la dernière de la ligne, où les points sont au bout des croix, au bout des branches de la croix. Alors, c'est des motifs qui ont commencé à apparaître d'abord dans une forme un peu. Il n'y avait pas encore les points. C'était donc on voit une svatica, on voit une croix centrale un peu particulière, et on a quatre cantons, toujours, avec là, c'est soit des oiseaux, soit des, des ibex. Les ibex sont des animaux qui vivent dans les montagnes souvent et qui ressemblent un peu aux mouflons qu'on a chez nous. Et ces oiseaux et ces ibex avaient été des symboles. Déjà à l'époque, ils avaient une connotation symbolique. Et on les retrouve souvent accompagnés dans les gravures, accompagnés de différentes croix. Donc là, on n'a pas encore la croix cantonnée telle qu'on la connaît, mais on a les quatre cantons, en quelque sorte, avec différents animaux. On est là au VIe siècle, entre sixième et cinquième siècle, cinquième millénaire plutôt, en Irak ou en Iran, à Suse notamment. Il y en a une qui vient de la culture de Samarra en Irak et l'autre qui vient de la culture de Suse en Perse, Iran actuel. Et donc, on voit ces formes proto-cruciformes cantonnées qui apparaissent. Donc, il y a, à ces mêmes périodes, dans tout le Moyen-Orient, on a des croix, des premières croix qui apparaissent sur différents supports, notamment sur des céramiques.
Donc là, on va avancer un peu dans le temps et on est au quatrième millénaire dans des cultures qui s'appellent Cucuteni Tripilian, qui correspondent à l'Ukraine actuelle, à la Moldavie et à une partie de la Roumanie. Et c'est une culture, c'est une des premières importantes cultures d'Europe où se sont implantées des véritables villes de plusieurs centaines de maisons. Et c'est une culture qui après a disparu par la suite. Et dans cette culture, on voit apparaître un certain nombre de cruciformes différents. Donc on le voit là sur une déesse mère où on a un X avec trois points dans les cantons, qui est un symbole qui apparaît sur certaines déesses. Et on a aussi un plat avec une croix centrale qui est au fond du plat et quatre oiseaux. Donc ça rappelle un peu le motif qu'on avait vu en Irak précédemment, dans les millénaires précédents. Et on retrouve un peu la même notion. Et là, on voit vraiment apparaître les points cantonnés où il y a encore un animal qui est représenté. On est là donc dans la culture Cucuteni à 3750 à 3100 avant Jésus-Christ. Cette culture est très importante parce qu'elle est à la jonction de plusieurs mouvements. Donc, vous avez les mouvements qui viennent de l'Est de l'Europe, qui remontent, qui vont suivre le Danube et qui vont être les premiers à apparaître en Europe. Et vous avez les futurs mouvements qui arrivent de l'Est et qui vont se rejoindre à cet endroit-là. Donc il va y avoir un melting pot. Et dans ces premières villes, il y avait un melting pot, il y avait plusieurs cultures qui se croisaient, ce qui a dû créer ces villes. Et les différentes cultures se sont enrichies. Cette culture qui vient de l'Est, c'est une culture très importante parce que c'est ce qu'on appellera la culture Yamna, qui sera les ancêtres des Indo-Européens. Donc on voit ce mouvement et ces premiers symboles qui apparaissent dans cet endroit un peu particulier qui est de développement européen. Alors après, ce mouvement continue, il remonte. Alors moi, je parle des cultures les principales qui font apparaître ces motifs, mais on verra qu'il y en a d'autres qui ont des motifs proches, peut-être pas des croix cantonnées, mais d'autres styles de croix dans des cultures qui sont proches tout le long du Danube. Là, on est dans la culture vucédole. C'est une culture qui succède un peu à la culture qu'on a vue, tripiliane, cucuténie, qu'on a vue précédemment, et qui remonte vers l'ouest de l'Europe, qui fait partie des premières cultures qui commencent à amener, qui vont commencer à amener les métaux, qui vont commencer à amener les chariots, qui vont amener un certain nombre de choses, la roue, le cheval, tout ça va passer par là. Et cette culture, et à la fin de cette culture, vont apparaître les tumulus qui seront un peu les prémices des tumulus celtes qui apparaîtront par la suite. Donc là, on a deux exemples de plats. Donc à gauche, on a un plat toujours avec la croix et maintenant uniquement des points qui sont vraiment des croix cantonnées et qui sont au fond, mais ils sont à l'extérieur, le fond extérieur de la céramique. Alors on se demande pourquoi mettre un dessin à l'extérieur de la céramique. C'est une céramique, elle est vouée à être mise sur du feu ou ce qu'on voit quand on présente la céramique, c'est l'intérieur. On ne voit pas l'extérieur, enfin, on ne voit pas le fond. Donc c'est assez curieux. Et en fait, la particularité de ces céramiques, depuis la culture précédente, c'est que ce sont des céramiques qu'on ne trouve généralement que dans des sépultures. Donc, c'est des motifs et des céramiques qu'on ne trouve que dans des sépultures. Et donc, il y a un lien probablement avec la mort. Donc, on peut penser que ces symboliques ont un lien important avec l'accompagnement des morts, donc peut-être pour déposer de la nourriture ou pour accompagner l'âme des morts.
On verra pourquoi plus loin. On a une autre coupe, là, toujours dans le Vucédol. Et alors là, au lieu d'avoir les points dans les cantons, on a des points, mais qui sont sous forme de petites croix, avec un cercle autour, et qui sont dans les branches de la croix principale. Et là, qui sont à l'intérieur de la céramique. Donc, dans tous les cas, c'est toujours soit à l'intérieur, soit sous la céramique. Et c'est toujours à cet endroit-là que se trouvent ces motifs. On trouve très peu de ces motifs. Il y en a d'autres avec des croix plus simples parce ils sont peu référencés et on les trouve que dans des pratiques particulières qui ne concernent pas forcément toute la population. On peut voir que cette culture remonte presque jusqu'au niveau de l'Allemagne, au bord de l'Allemagne et en tout cas de l'Autriche, des zones qui par la suite verront apparaître les premières cultures de la fin de l'âge du bronze et surtout du début de l'âge du fer. C'est à partir de cette époque que ces motifs se développent le plus. On trouve aussi des associations avec les déesses mères, comme on l'a trouvé précédemment dans la culture précédente. Là, on est toujours au troisième millénaire et on est à la limite entre le troisième millénaire et le chalcolithique, hein. C'est à ce moment-là qu'on bascule dans les métaux, les premiers métaux qui apparaissent en Europe, qui arrivent par le Danube, puisque les civilisations qu'on a croisées tout à l'heure ont amené ces métaux avec eux et la façon de les travailler. Et ils sont surtout venus vers l'ouest pour trouver des nouvelles mines, pour s'approvisionner dans différents métaux aussi. Là, on a sur la gauche une céramique qui fait partie du groupe campaniforme et qui est un groupe particulier qui est Cespel, qui est d'Europe de l'Est. Et là, on a des croix cantonnées avec un motif euh, sous le, toujours sous la céramique. Et les cantons, en fait, sont les pieds. Donc, on ne sait pas si c'est vraiment des cantons ou si c'est une céramique à pied et qu'on a fait le motif après. On ne sait pas si c'est un lien, mais on voit bien le motif de croix cantonnée. Comme on avait vu tout à l'heure les croix dans les branches, on a toujours dans le même principe différentes céramiques avec ces croix qui sont répandues tout autour du motif donc en croix. Et là, on en a, vous voyez, ça va de 2800 à vers 2000 environ. On a dans la culture Mako, dans la culture Somojivar, tout ça, c'est des cultures qui arrivent de l'Est et qui remontent par le Danube. Là, c'est l'autre céramique qui ne fait pas partie de la même culture, mais c'est une céramique, celle qui est à droite, qui est le vase. Et c'est un vase anthropomorphe avec une présentation probablement de déesse. Le motif du visage fait penser aux déesses avec les seins. Et on retrouve à l'endroit du sexe ou du ventre le motif donc de croix cantonnée, qui nous fait penser que ce motif a probablement un lien avec la fertilité, avec la naissance aussi. On a vu donc un lien avec la mort et là on voit un lien avec la naissance. Ça, c'est issu des fouilles de Schliemann à Isarlik. Donc Isarlik, c'était l'emplacement de Troie, l'ancienne Troie qui a été racontée par les Grecs, les guerres de Troie. Mais comme ces fouilles n'ont pas été très précises, on a du mal à dater et à savoir exactement la date précise de cette céramique. Nos recherches montrent qu'il existe une signification et une utilisation similaire et continue de ces symboles dans de nombreuses cultures, du néolithique à la fin de l'âge du bronze. Si ces symboles ont persisté sur une si longue période de temps, c'est parce qu'ils représentaient probablement un fort besoin pour ces peuples et que ce symbolisme était facile à comprendre et à partager, de l'ordre du sacré. Il s'agit d'une forme de langage symbolique qui n'est pas une écriture et à la fois philosophique, universelle, qui
a pu exister avant l'utilisation de l'écriture et qui permettait de diffuser par le symbolisme certains concepts sacrés, abstraits, complexes, au travers des barrières linguistiques et culturelles, c'est-à-dire que quelle que soit la langue des personnes qui voyaient ces symboles, elles pouvaient les comprendre sans parler la même langue que ceux qui amenaient ces symboles. Donc là, on a un disque d'or qui est en Italie. Donc on est au deuxième millénaire avant Jésus-Christ, donc à la limite ou à l'apparition de l'âge du bronze et au début de l'âge du bronze. Et on a donc, c'était des plaques en or. Et sur de nombreuses plaques en or, on a des cruciformes. Et sur cette plaque en or, on a un cruciforme cantonné qui est bien marqué. Ici, on est aussi à Mycène, donc on voit que ces symboles ne sont pas restés uniquement sur l'Europe de l'Ouest et de l'Est, ils sont aussi sur l'Europe du Sud, côté Grèce, peuplade mycénienne, crétoise même. Et on a ici un exemple de disques Svatika qui sont cantonnés. Donc là, on a des Svatika cantonnés, différents motifs qui viennent de Knossos en Crète. On a ici à droite des épingles à tête à motif cruciforme cantonné en bronze trouvées au Schnittjorsch, un col du massif de Wildorn dans l'ouest des Alpes bernoises. C'était un col qui permettait de faire le transit entre les zones qui arrivaient de l'ouest et les zones qui étaient plus à l'est et plus au sud vers l'Italie. Ça permettait de rejoindre la Suisse et l'Italie. Et donc, on voit, il existe plusieurs épingles de ce type où on a des croix simples ou des croix cantonnées dans ces différences. Donc, euh, on avait jusqu'à présent ces représentations uniquement sur des céramiques. Et là, on voit qu'avec l'arrivée des métaux, ces mêmes motifs apparaissent sur des éléments d'habits, des bijoux, sur des offrandes sacrées, sur différentes choses. Le fait que ces motifs soient plus particulièrement présents dans les sépultures nous incite à penser que dès cette époque, ils ont un rapport avec la vie, la mort, le cycle de vie et du temps. L'aspect circulaire de certains de ces symboles semble aussi une référence aux différents cycles qui régissent les existences. Cycle des jours, cycle du soleil, de la lune, des saisons, des années, de la vie. Ils accompagnent d'autres symboles qui font plus directement référence à l'astre solaire lui-même. La mort et la fécondité ont une grande importance pour ces populations dont l'espérance de vie est très limitée et l'espoir de plusieurs vies les aide probablement à supporter leurs existences difficiles au point que certaines ne craignent plus la mort. Les Grecs et les Romains nous racontent des peuplades de l'Est qui ne craignent pas la mort, qui n'ont pas peur de mourir. Chaque région d'Europe adapte ses symboles en fonction de sa culture et des arts locaux. Les formes se diversifient localement. Voilà, on continue dans l'évolution des croix cantonnées. Alors, on arrive à la fin de l'âge du bronze, début de l'âge du fer, avec le style de la Malmontagne à Fontainebleau. C'est un des rares cas de gravure qui sont à peu près datés. On a toujours des doutes sur les dates exactes, mais les chercheurs qui les ont trouvées, on a de très nombreux exemples de ces gravures, ils les ont datées du début de l'âge du fer ou de la fin de l'âge du bronze. Mais il reste toujours des doutes, on n'est pas certain, mais la complexité et les motifs qui sont représentés font référence à des choses qu'on retrouvera plus tard, par exemple chez le Hallstatt, chez les Celtes. On a ici, alors je ne sais pas comment remonter en arrière. Ah oui, si, voilà. Donc on a ici trois gravures. La première sur la gauche, vous avez un cerf qui est gravé et au centre du corps du cerf, vous avez une croix cantonnée. Et cette croix est en fait le croisement de deux lignes qui ont des entités à tête triangulaire
qu'on ne voit pas ici dans l'ensemble, mais qu'on verra plus loin dans les exemples. Sur la deuxième gravure, vous avez une gravure qui représente un anthropomorphe à ramure de cerf. Donc c'est un homme à ramure de cerf qui peut faire penser à Cernunnos, qui apparaîtra bien plus tard. Et on a donc on a un cerf aussi qu'on voit en bas à droite de cette gravure. Et on a souvent le motif du serpent. Donc c'est dans ces gravures apparaissent beaucoup les cerfs et les serpents. Oui, on a un serpent par exemple là à droite aussi, avec les deux yeux et une fourche en haut qui montre la tête du serpent. Sur la gauche, c'est encore plus énigmatique. On a deux branches de cerf avec une croix cantonnée au milieu et ça continue sur le côté. On ne sait pas si c'est un animal, un anthropomorphe, on ne sait pas trop ce que c'est assez curieux. Alors, cette culture a été découverte vers 2011. Ce sont des gravures qui ont été trouvées à Fontainebleau, donc dans la forêt de Fontainebleau. Et c'est les membres du GERSAR qui les ont découverts par hasard sur des sites où on faisait des recherches depuis plus d'un siècle et où rien de particulier, rien de différent de ce qu'ils avaient trouvé jusqu'à maintenant n'était apparu. Ils trouvaient plutôt du mésolithique, des différents types de gravures, mais quasiment rien de l'âge du bronze et un peu plus tardif, plutôt du celte ou des choses comme ça. Mais ils n'avaient rien trouvé d'aussi particulier. Et les gravures précédentes qu'ils avaient trouvées du mésolithique sont très difficiles à interpréter. C'est des quadrillages, c'est des formes très très particulières. Et dans leurs recherches, ils ont découvert que sur le fond de certaines cavités, il y avait des creux avec du sable, c'était rempli de sable. Et en dégageant le sable, ils ont commencé à trouver des gravures. Et bien sûr, c'était caché, c'était dans des cavités assez basses où on pouvait à peine rentrer avec une personne. C'était caché, c'était pas fait pour être vu par le grand public. Ils ont ensuite trouvé les mêmes gravures dans des creux où il y avait de la terre et sur des plafonds aussi, mais qui étaient dans des cavités très difficiles d'accès. Et ils en ont trouvé, il y a plusieurs dizaines de sites qui ont été trouvés où il y a ce type de gravure avec des variantes. Et c'est assez complexe. Là, je vous montre les plus complexes, les plus originales, mais il y a des choses très, très intéressantes. Il y a eu une exposition l'an dernier qui a été présentée au musée de Nemours, qui a eu beaucoup de retentissement sur cette culture. Alors, dans la même culture, vous pouvez voir, il y a aussi des plaquettes mobiles, donc des plaquettes de grès, hein, c'est gravé sur du grès, et il y en a certaines qui sont mobiles, donc qui pouvaient être transportées à l'époque. Et ici, on a deux exemples on ne peut pas dire des chamans parce que ça n'existait pas à cette époque-là, mais des intervenants sur la croyance, hein, des sortes de prêtres de l'époque. Et ils sont munis d'instruments, peut-être d'instruments d'autorité, comme on peut le voir sur la droite. Et sur d'autres présentations, sur d'autres gravures, on voit des sistres. Le sistre, c'est quelque chose qu'on connaît en Égypte, qu'on connaît à l'époque romaine. C'est un instrument en bronze que remuaient les personnes pour parler aux esprits et pour appeler les esprits. Et c'est curieux de le trouver ici en Europe, dans ces cultures assez anciennes. Donc on peut voir la particularité ici, c'est que vous avez comme un casque sur le haut de la tête avec des cornes. Et sur le casque, il y a une représentation solaire avec une croix cantonnée au centre de la représentation. Donc ça nous donne une idée de l'importance de ce symbole qui est vraiment au cœur même de la croyance et de ce qu'il représentait pour les gens qui les ont gravés. Dans la plupart des gravures de ce type, les croix cantonnées sont difficiles à interpréter. C'est-à-dire que là, je vous ai montré les plus significatives, mais il y a beaucoup de croix cantonnées qui accompagnent d'autres symboles et on ne sait pas si elles ont une importance ou pas. Mais là, on voit qu'elles ont beaucoup, beaucoup d'importance.
La simplicité stylistique apparente des dessins dans ce style cache en fait un univers très spécifique. Cet ensemble est très homogène et gravé sur une période semblant relativement courte. Et ces ensembles de gravures sont composés de dessins très différents de tout ce que l'on connaît en Europe et dans la région, les rendant difficiles à rattacher à des cultures existantes connues. On a du mal à trouver des points de concordance avec ce qu'on connaît. L'ensemble montre un panthéon orienté sur un monde sauvage et fantastique. Les animaux domestiques y sont difficilement discernables. Il n'y a pas de chevaux, il n'y a pas d'armes métalliques. On est très loin du corpus agraire qu'on connaît au Mont Bégaud ou au Val Camonica, qui sont pourtant dans des périodes presque similaires. Et donc, voilà. Sur la droite, vous avez une petite image où on voit une des entités à tête triangulaire. Et vous pouvez voir que sur sa tête, il y a comme une couronne, un peu quelque chose qui la marque, et ces deux croix cantonnées. Donc on voit que cette entité, qui est une entité importante pour eux, probablement une déité, comporte aussi des croix cantonnées dans sa coiffure ou dans sa couronne. On revoit là le premier dessin qu'on avait vu partiellement. On voyait le corps du cerf avec la croix cantonnée au milieu. Et là, on a le motif complet. Et on peut voir que le corps du cerf est croisé donc, par la croix et qu'au bout de chaque croix, au moins dans un sens, il y a ces fameuses déités à tête triangulaire. On en a une à gauche qui, elle aussi, a des ramures de cerf et on en a une en haut qui a les fameuses croix qu'on vient de voir tout à l'heure. Ici, elles ne sont pas cantonnées parce qu'elles sont dessinées plus petites et ils n'ont pas pu représenter les cantons. Et on a d'autres, donc aux quatre cantons, en quelque sorte aux quatre coins de cette croix, on a quatre déités différentes avec des symbolisations proches, mais des petites nuances, comme là celle d'en bas où on a peut-être des poils au menton, si on peut dire, et l'autre où il n'y a aucune différenciation, juste des cornes ou des traits en haut, mais il n'y a pas les symboles qu'on a sur les autres. Ces symboles permettent de les différencier, de différencier ces quatre formes. Sur la gravure du centre, c'est encore plus étonnant. On a un motif un peu tournant, un peu comme une svatika, mais dont les svaticas ne sont pas perpendiculaires, contrairement à l'habitude, qui donne un mouvement. Ça nous donne un mouvement et on a la croix cantonnée et on a quatre animaux qui, au-dessus de ces entités, apparaissent tous avec les mêmes différenciations. Donc les cornes de cerf, les différentes choses. La particularité, c'est que c'est des animaux à six pattes, curieux. Et on n'a pas réussi, à part les cornes de cerf, on n'a pas réussi réellement à identifier ces animaux. Et sur la droite, complètement à droite, on a les mêmes motifs de déités, les mêmes têtes de déités qui ont été trouvées autour d'une pierre sur des gravures mobiles. Donc on pense qu'elles sont soit tombées du haut de la pierre et sont tombées au sol et pour être trouvées, soit elles ont été déposées directement au sol et elles représentent les quatre coins. Donc on pense que ces quatre coins sont en fait les quatre saisons, les changements de saison et que chacune de ces déités représente une des saisons. C'est une de ce qu'on imagine. On sait que c'est les Celtes qui avaient ce changement de saison, mais qui est souvent représenté par deux saisons, une saison d'hiver et une saison d'été. Là, on a vraiment quatre saisons. Là, on va continuer. Donc, on revient sur les croix au premier millénaire. Donc, on arrive à l'âge du fer et donc on est à la période Hallstatt. Et vous avez un plat alsacien du 7e siècle avant Jésus-Christ, avec une croix cantonnée au centre. La particularité de ce plat, c'est qu'il il n'a jamais été trouvé dans des maisons, il n'a été trouvé que dans des sépultures. On a ici au centre une Artémis sur un vase grec de 570
Et donc, c'est une façon assez classique de représenter les déités, les déesses de l'époque. Et c'est quelque chose qui nous vient, qui date de Catalogue. C'est la première déesse à être représentée avec des animaux à côté d'elle, date de Catalogue, donc de plus de 6000 avant Jésus-Christ. Et ici, la particularité, c'est que toute la robe est nimbée de croix cantonnées. On a aussi une ceinture en bronze qui vient d'une nécropole de Bologne, de l'âge du fer, dont le centre est un motif de croix cantonnée. Et on retrouve ce qui est caractéristique de l'âge du bronze, c'est les oiseaux, les symboles des oiseaux qui sont dessinés dessus. Donc je vais accélérer un peu. Donc vous voyez d'autres motifs cantonnés en bas. Ici, on est dans la période celte. On voit que la croix cantonnée continue à exister. On l'a sur des monnaies, on l'a sur des représentations de chevaux, sur des objets comme des œufs en or. Et ici, on est sur la période étrusque. Donc, on est sur l'âge du fer et on a des urnes funéraires. Ici, on a particulièrement plusieurs urnes funéraires, dont un casque qui est une urne funéraire, qui est un casque étrusque. Et l'urne funéraire qui est sur la droite, on a ce motif de croix cantonnée à côté. Et sur de nombreuses urnes funéraires, on a des dessins de cruciformes. C'est très régulier sur les urnes funéraires italiens. Et ici, la particularité, c'est qu'elle a été trouvée à Rome, sous la nécropole du temple d'Antonin et Faustine, sous le Forum romain, en Italie. Voilà. Donc, je vous montre encore d'autres croix cantonnées de différentes provenances. Donc, ce qu'on va faire, c'est que si ça coupe, on relancera après pour la discussion. Donc, ici, vous avez un Pyxide, c'est une boîte qui servait à mettre des parfums ou des onguents en Grèce, avec des croix cantonnées. Il y a toute une symbolique autour de ces croix. Vous avez un masque mortuaire avec des croix cantonnées à la place des yeux. Vous avez des croix gammées et des croix cantonnées trouvées à Chypre. Donc sur le même vase, vous avez à la fois d'un côté des croix cantonnées et de l'autre côté des croix gammées. Et vous avez donc c'est issu d'un livre sur une étude entre les croix gammées et les croix cantonnées à Chypre. Et vous avez ici donc une fille qui est poussée par un héros grec avec la représentation d'une croix cantonnée qui date du IIIe siècle. Et nous venons donc aux arts rupestres. Il y a de nombreux motifs cantonnés, même sur des menhirs. Il y a différents menhirs sur lesquels on trouve des croix cantonnées, en Espagne notamment. Et on en trouve beaucoup gravés un peu partout en Italie, dans différentes régions. Et on peut penser que ces croix cantonnées sont aussi antérieures à la période chrétienne. Et pour finir, là, on a les croix cantonnées et les Rosa Camuna. Donc, il y a un certain lien entre croix cantonnées et Rosa Camuna. Donc, il y a différents types de Rosa Camuna, certaines en forme de svatica, d'autres en forme de croix. Et la particularité, c'est qu'elles ont toutes 9 cupules, mais certaines ont 9 cupules qui forment un peu un cercle, et d'autres ont 9 cupules qui forment une croix. Donc, celles qui sont en svatica forment une croix, et celles qui sont en croix forment une... Voilà. Et donc, on viendra aux conclusions. On va peut-être relancer la, la présentation pour qu'on discute un peu. Oui, J'envoie le lien. Oui, oui, bien sûr. Bien sûr. Voilà. Donc, les croix cantonnées semblent accompagner certaines croyances sur plusieurs millénaires. Ces symboles seraient probablement des marqueurs de croyances solaires avec les déesses mères, cycle solaire, cycle de vie, c'est ce qu'on a vu, âme des morts. On peut penser qu'il y a un lien entre la croix cantonnée et la anque égyptienne qui représentait l'âme des morts. Certaines traces de ces croyances peuvent se retrouver sur tous les continents.